présentation. J'ai essayé de stimuler tout de même un peu. J'ai consacré un certain nombre de travaux à l'analyse des carrières dans le monde universitaire et j'ai débordé sur les carrières dans le monde de la recherche aussi. Et je vais vous présenter deux types de résultats. Ça concernera essentiellement les mathématiciens pour une raison que je peux évoquer rapidement, mais ça peut se généraliser. Les graphiques que je vous montrerai situent toutes les disciplines par rapport aux mathématiciens. Les deux problèmes, c'est l'endorecrutement et c'est la relation entre enseignement et recherche. Comment dire, entre carrière dans l'enseignement-recherche et la carrière dans la recherche. Voilà, c'est ça. Le premier de ces graphiques vous situe la totalité des disciplines sur le mécanisme d'endorecrutement. En abscisse, vous avez la part des docteurs locaux parmi les candidats sur les années 2009-2013 et en ordonnée, la part des élus. Et vous voyez que les mathématiques sont les seules à être hostiles à l'endorecrutement. Toutes les autres pratiquent l'endorecrutement. C'est une norme de juste compétition qui a été adoptée par les mathématiciens. Quand j'ai parlé tout à l'heure avec François Vatin de ces questions d'endorecrutement, il m'a fait observer qu'il y avait toujours de bonnes raisons pour ne pas adopter de normes d'endorecrutement. Il y a des communautés qui adoptent cette norme et qui en font un point de doctrine. Autrement dit, il ne s'agit pas de biaiser la compétition en favorisant des candidats internes. C'est un point intéressant parce que ça reflète, et c'est une discussion qui a été menée dès 1910 à Harvard. On avait dans les débats des États-Unis, dans les années 10, 20, 30, énormément de discussions sur qu'est-ce que c'est qu'une bonne organisation des carrières et qu'est-ce que c'est que la justice dans le recrutement. Et ce n'était pas simplement consacré aux mathématiciens. Il se trouve qu'en France, ça n'a pas été vraiment étudié jusqu'à maintenant. On a certainement un déficit d'enquête précise sur le monde universitaire, sur ce qu'on appelle la science de la science, qui est un domaine qui est en très grande expansion aux États-Unis et qui passe notamment aussi par l'analyse des carrières. Et j'ai essayé, en tout cas depuis que je suis au collège, j'ai pu bénéficier de ce statut du collège pour amorcer des recherches. Et une de ces recherches a été publiée récemment en 2020. Vous trouverez ça sur mon site, mais je peux vous l'envoyer. Et ce document-là, ces chiffres-là prouvent comment fonctionne une communauté et comment elle peut adopter des comportements. On a parlé tout à l'heure de Laurent Schwartz. Et Laurent Schwartz était un de ceux qui avait mis en avant ce genre de règles. J'en citerai une autre tout à l'heure. Ce qui est intéressant ensuite, c'est de voir comment ça s'est comporté dans le temps. Cette règle ne peut pas être implantée de but en blanc. Il y a un avant et un après. Le temps des années 60-70, c'était un temps de fort endorecrutement partout. Les mathématiciens qui sont en pointillé en bas, ce sont les flux, et en noir, ce pointillé, ce sont les stocks, et au-dessus, ce sont toutes les autres disciplines. En blanc, en rouge, vous voyez le flux, et en noir, le stock. Vous voyez que la décrue dans les autres disciplines est très lente, alors qu'elle a été très brutale et rapide dans les mathématiques. Autrement dit, on peut adopter des normes, puisque vous voulez parler du présent et de l'avenir. Je vous signale qu'il y a ce point-là peut être mis en avant comme un mécanisme qui peut être implanté et dont les disciplines peuvent s'emparer. Maintenant, si on prend l'autre étape qui est celle des professeurs, on a les mêmes données organisées de la même manière, combien de maîtres de conférences locaux parmi les candidats en abscisse et combien parmi les élus en ordonnée. Et vous voyez de nouveau le même problème. Un tout petit peu au-dessus de la diagonale, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'endorecrutement que tout à l'heure pour les recrutements initiaux, mais les mathématiques se distinguent extraordinairement fortement de toutes les autres disciplines. C'est assez remarquable, je dois dire, de voir un résultat aussi puissant et aussi simple émerger du maniement des données. Ça n'est pas très simple de rassembler ces données et de les traiter, mais quand on a des résultats de cette nature-là, évidemment, on voit des choses qu'on ne peut pas voir autrement, même si tout le monde a une petite idée sur la question. Ça, c'est le point. Et quand je fais l'exercice de nouveau avec les stocks et les flux, en haut, vous avez tout ce qui n'est pas en pointillé, c'est les autres disciplines, et en pointillé, les mathématiques. Et pour les professeurs, vous voyez que le comportement en mathématiques, qui est sur la partie basse du graphique, est exactement aussi distinct que tout à l'heure. Donc,
Monde de recrutement, c'est un vrai problème. C'est un problème en plus qui est essentiel parce que les recrutements en mathématiques ont lieu très tôt et les carrières sont beaucoup plus précoces. Et je pense que les mathématiques, qui sont une discipline à fort consensus sur la valeur de l'évaluation des gens, donc sont des disciplines qui sont très attentives à coupler le degré de sévérité de l'évaluation avec un argument de juste compétition. Et ça, c'est un point essentiel. Évidemment, dans les disciplines où le consensus sur la valeur est beaucoup plus flou, les choses se passent autrement. Il faut le relier, tout ça. C'est-à-dire, une des leçons de ça, c'est de raisonner aussi en termes de communauté disciplinaire. Les sciences sont très diverses. Les sciences humaines et sociales se différencient beaucoup des sciences dures et des mathématiques a fortiori. Je pense que pour tout ce qui est de l'analyse des évolutions du monde universitaire, il faut faire très attention à ce genre de détails. Alors maintenant, si je regarde en stock sur 30 ans, 85-2014, d'où viennent les professeurs, je vous donne juste cet exemple-là. En bleu, vous avez en bas les locaux. En droit, les données sont données par grande faculté, hein, droit, économie, gestion, lettres et sciences humaines, sciences, et à droite, section 25, section 26 du CNU, c'est-à-dire maths appliquées. Et vous voyez comment se comportent les différentes communautés. Les locaux, comme professeurs, sont un peu moins nombreux en droit parce que l'agrégation joue son rôle, mais en revanche, dans ce qui est le monde des SHS et des sciences, le taux des locaux est très élevé, mais comme je vous l'ai dit, en mathématiques, ça n'est pas le cas. En revanche, si vous élevez un peu plus haut sur le graphique, vous verrez qu'on a là, dans les deux parties supérieures, le vert et le marron, brun, olive, je ne sais pas comment dire. Le vert, ce sont les universitaires français qui ne viennent pas de l'université, qui accèdent au professorat. Il y a donc dedans des gens des établissements de recherche. Et le marron, c'est les étrangers. Et vous voyez notamment les mathématiques fondamentales très ouvertes au recrutement étranger. Je vais vous parler de ça ensuite en revançant la perspective, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. C'est la fuite vers l'étranger pour un certain nombre de mathématiciens, ou le départ à l'étranger. En tout cas, on a là des données extrêmement robustes pour contraster les différentes communautés disciplinaires. Comme dirait François Vatin, elles ont toutes leurs bonnes raisons d'agir, mais toutes les raisons ne se valent peut-être pas. Et en tout cas, ce qui est important, je pense, pour penser le présent et l'avenir, c'est de faire preuve et de documenter tous les raisonnements qu'on peut mener. C'est un de mes efforts. Pour vous donner un autre résultat intéressant, j'ai étudié les mobilités une fois qu'on est professeur et qu'on veut changer d'établissement. Et ici, vous avez en ordonnée l'intensité de recherche, l'écart entre l'université dont on part et celle à laquelle on arrive en termes d'intensité de recherche et un abscisse en termes de taille. Et vous comprendrez qu'un universitaire sur 6 change d'université une fois qu'il est professeur. Et où vont-ils? Essentiellement vers des établissements à une forte intensité de recherche. L'indice d'intensité de recherche, il n'existe pas comme ça, il faut le créer. Et je l'ai créé et à partir d'un ratio chercheur sur enseignant-chercheur dans les laboratoires de mathématiques. Et vous voyez que le mouvement des mathématiciens est massivement vers l'intensité de recherche dans la deuxième partie de carrière. Autrement dit, les mobilités doivent être conçues comme ça. On a parlé tout à l'heure des salaires. Je pense qu'une des parties du salaire, c'est le non monétaire, c'est-à-dire la part d'intensité de recherche dans l'activité qui compte pour valoriser le métier à salaire égal. On aura une préférence pour aller vers des établissements d'intensité de recherche plus élevés que le contraire. Et c'est ici une des preuves, puisque les salaires ne varieront pas, ce sont tous des professeurs, mais voilà. Ça, c'est un premier ensemble de résultats. Le deuxième, je ne vais pas le présenter sous forme de graphique, mais je vais le commenter brièvement. Les mathématiciens ont inventé, et je parle d'eux maintenant parce que j'ai obtenu sur les carrières des données complètes sur l'ensemble des carrières de toutes les disciplines sur 30 ans, mais
pour explorer le deuxième problème, j'ai dû recourir à une autre stratégie d'enquête qui m'a été d'ailleurs facilitée beaucoup par un collègue mathématicien dont je ne veux pas dire le nom, parce que, bon, pour les raisons qui m'appartiennent et qui lui appartiennent aussi, mais qui m'a procuré des données sur les carrières au CNRS que le CNRS n'avait pas voulu me donner ou n'avait pas pu me donner. Mettons, le président avait dit oui, donnez-lui tout, et puis après les bureaux pensaient que ce n'était pas possible. Et en fait, c'était possible. Et c'était tout à fait possible. Et un collègue a remédié à ce fâcheux désordre. Et mon problème, c'était de savoir comment se comportait la communauté des mathématiciens par rapport à un grand problème français qui est assez unique, qui est le dualisme. Enfin, c'est en fait une triade. Il y a 3 catégories d'universitaires, d'enseignants dans le supérieur. Il y a ceux qui ne font que de l'enseignement. Ce sont les PRAC, PRCE, ce sont aussi essentiellement un certain nombre de professeurs des IUFM, des formations courtes, et ce sont les enseignants des classes préparatoires, c'est teaching only. Et il y a de l'autre côté research only, ce sont les chercheurs des établissements de recherche. Et au milieu se trouvent les universitaires qui sont supposés tout faire et qui se trouvent écrasés aujourd'hui par le fait que leur agenda de travail augmente et qu'ils sont en outre supposés faire 50% de leur temps de la recherche, ce qui est très difficile évidemment, mais qui n'est pas très bien documenté en termes de volume de travail. Et ça, je plaide beaucoup pour qu'on mesure exactement la charge de toutes les missions qui incombent aux universitaires et qui ne font pas partie du contrat. Le contrat, c'est 50-50 et en fait, c'est 150 parce qu'il y a 50 qui sont autre chose. Et ça, on ne peut surtout pas en entendre parler. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça veut dire qu'on fait reposer la charge organisationnelle de beaucoup de choses sur la partie non contractuelle de l'activité. Eh bien, les mathématiciens ont inventé, d'abord, les grands mathématiciens sont tous passés par les classes préparatoires. Quand j'ai fait le tableau des médaillés Fields, ils étaient tous passés par les NSULM. La majorité avait eu des médailles aux Olympiades de mathématiques. Enfin, je vous passe tous les détails de la sélection. On en a parlé tout à l'heure de ce mot-là, mais alors là, on est dans le sommet de la pyramide. Mais ce qui est intéressant, en revanche, c'est une doctrine qui a été inventée par la communauté des mathématiciens et Laurent Schwartz lui-même, dans un grand livre pour sauver l'université, l'avait dit aussi, j'adore Laurent Schwartz, bon, moi aussi. Et voilà, il a un courage et une franchise qui sont assez étonnants. Et il avait dit, mais après d'autres, ce mécanisme a été inventé il y a longtemps déjà, il avait dit un bon mathématicien va commencer sa carrière au CNRS, il aura un tremplin, il finira une thèse et il profitera de ces jeunes années, puisque ce sont des années très productives dans les mathématiques, et ensuite, il ira à l'université. Il n'est pas question qu'il reste au CNRS. C'était une conception de l'utilisation du CNRS comme une agence de moyens et une agence de bonne harmonie ou de bonne synergie avec le monde universitaire. Ce mécanisme-là a joué assez bien, ou même très bien, pendant un certain nombre d'années. Et puis, peu à peu, il s'est enrayé. Et il s'est enrayé depuis une quinzaine d'années, essentiellement. Il s'est enrayé probablement pour 4 raisons. D'abord parce que le CNRS a voulu lui-même gonfler la section de mathématiques et donc a créé des mécanismes de carrière pyramidale et ajuster la pyramide démographique de la section à des exigences de promotion interne, etc. Donc, il a augmenté la désirabilité d'une carrière interne. Et il a freiné l'exode. Il aurait pu freiner la désirabilité d'une carrière interne en disant non, vous attendrez très très longtemps avant de passer directeur de recherche au CNRS, passez donc à l'université comme prof. Et effectivement, ceux qui, dans la période antérieure, choisissaient de quitter le CNRS pour aller à l'université avaient des carrières beaucoup plus rapides et passaient maître professeur à 30 ans. Et c'était tout à fait normal. Le délai d'attente était très, très inférieur à ce qu'était la promotion en termes de directeur de recherche. Si vous augmentez la section du CNRS qui est dédiée aux mathématiques, évidemment, vous gonflez les effectifs et vous devez modifier la gestion interne des carrières. C'est ce qui s'est passé.
D'autre part, évidemment, il y a eu la fluctuation des postes de professeurs dans les universités, et ça a été un mauvais coup à la synergie entre universités et organismes de recherche, parce que si le nombre de postes en université décroît, évidemment, la désirabilité d'une mobilité vers l'université est affectée ipso facto. Et puis, troisième facteur, je m'en souviens encore, Ngo Bao Cho, qui est un médaillé Fields franco-vietnamien que j'ai rencontré, m'a dit moi, je suis parti à Chicago parce que le jour où à Orsay, on m'a collé des missions et des missions. Orsay, qui est quand même une très grande université mathématique, on m'a collé des missions et des missions qui m'écrasaient, j'en avais assez. Je voulais profiter de mon inventivité complètement, et Chicago a pris son téléphone et l'affaire était réglée. Et en plus, Chicago a proposé un poste à sa femme et a scolarisé ses enfants pour rien. Donc, tout ça fait partie du décor. Gratuitement, bien sûr, ça fait partie du package, évidemment. Il faut toujours penser, non pas en termes de rémunération, mais en termes de package dans toutes ces histoires-là. Et là, en France, je ne sais pas jusqu'où on pourra aller dans ce sens-là, mais c'est un vrai problème. Et donc, la charge des activités d'enseignement, mais pas simplement d'enseignement, d'organisation, elle pèse beaucoup plus lourd qu'avant, et ça, c'est un facteur désincitatif à la mobilité. Ce qui était vrai dans la synergie entre enseignement et recherche, c'était au fond le pacte Humboldtien de l'université, qui a été inventé dans les années 1820-30 en Allemagne, c'est-à-dire la complémentarité entre enseignement et recherche. Il est exclu de séparer les deux rôles. La meilleure illustration de cette synergie, c'est évidemment au sommet, c'est-à-dire dans les études doctorales. Quand les grands mathématiciens ont dit à leurs jeunes collègues « vous ne passerez pas plus de X années au CNRS », ça voulait dire « vous qui avez été recruté jeune et qui avez eu la chance de démarrer jeune une belle carrière, vous êtes prié de former, en étant encore jeune, les jeunes que vous avez été 10 ans avant. » Point final. Et ça, c'était dans des conditions où les carrières à l'université étaient encore désirables. Si aujourd'hui, les carrières à l'université sont moins désirables, mais que les carrières au CNRS se sont créées comme un silo de marché interne, voilà, la messe tend à être dite. Et ça m'a été confirmé encore récemment par le directeur de l'Institut de mathématiques du CNRS. Le dernier point, et qui rejoint un problème qui a été évoqué tout à l'heure, c'est les départs à l'étranger. Il se trouve que dans les données que je manipule sur les carrières au CNRS, et ça aussi, ça m'a été confirmé et encore amplifié, le constat est amplifié pour les années toutes récentes, c'est que les jeunes chercheurs du CNRS talentueux, au lieu de quitter le CNRS pour aller à l'université française, quittent le CNRS pour aller dans une université étrangère. Ils se font détacher. On a, sur une population de 450 chercheurs du CNRS, on en a un quart qui réussissent à se faire détacher, ce qui est quand même gigantesque. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe et que le modèle français d'excellence mathématique commence à se fissurer sérieusement. Je ne parle pas de la base où la performance à l'école en primaire et en secondaire est en triste situation, mais je parle aussi de l'étage supérieur de ce modèle qui nous a valu 13 médailles Fields, qui nous a valu d'être la deuxième nation en termes d'invités ou de conférenciers dans les grandes conférences internationales de mathématiques. J'ai fait le calcul, on est assez loin des États-Unis, mais les États-Unis ont comme une force extraordinaire d'avoir un droit de tirage sur la planète entière, étant donné l'attractivité de leurs universités. Le problème peut être posé aujourd'hui de savoir si les mathématiques, qui étaient une gloire de l'université française, restent encore sont dans un état de sécurité suffisant pour pouvoir prétendre perdurer et persévérer dans leur excellence aussi longtemps. Et voilà les quelques éléments qu'on peut citer. Alors, vous me direz, je n'ai pas traité de toute l'université, j'ai traité des mathématiques pour les raisons que j'ai indiquées. Je pourrais vous donner beaucoup d'autres données sur d'autres carrières dans d'autres secteurs, mais les mathématiques représentaient une sorte de microcosme et de loupe grossissante sur un certain nombre de phénomènes que je crois essentiels pour comprendre à la fois le présent et l'avenir. Et le dernier point, et j'en finirai là, c'est que la valeur de la numératie et des mathématiques n'a pas cessé de croître maintenant.
et qu'on ferait bien de s'en préoccuper encore beaucoup plus sérieusement que par des retouches un peu, voilà, des retouches un peu secondaires ou accessoires par rapport aux dégâts qu'on a pu faire, qu'a pu faire la réforme du lycée ces dernières années. Il faut faire